Excellences, Monsieur le Secrétaire général du ministère des Relations extérieures, représentant Monsieur le ministre, Monsieur le Président du groupe africain, Monsieur le représentant de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré et remercie le gouvernement de la République du Cameroun, à travers le ministère des Relations extérieures, pour l'opportunité qui est donnée au CERDOTOLAC, institution panafricaine ayant pour mandat la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine traditionnel, de prendre part et de prendre la parole aux présentes assises. Pour répondre à la bienveillante invitation du ministère, quoi de mieux que de présenter solennellement ici une perspective ou une lecture endogéniste du thème de la Journée de l'Afrique 2022 qui s'affiche devant tous à travers un exposé que nous avons intitulé « Tradition, patrimoine et souveraineté dans le renforcement de la résilience nutritionnelle, la construction du capital humain et le développement de l'Afrique ». Mesdames et messieurs, que voulons-nous dire par cet énoncé? Simplement que c'est par l'activation des traditions et patrimoines endogènes que l'Afrique, elle-même protectrice de sa souveraineté et ouverte à des relations productives avec ses partenaires globaux, se hissera à la capacité de redéfinir et d'accomplir effectivement le renforcement de sa résilience nutritionnelle, la construction du capital humain et le développement socio-économique optimal du continent. Chacun aura noté que le thème de 2022 s'inscrit en droite ligne ou dans le sillage de celui de 2021. Vous en souvenez, c'était Art, cultures et patrimoine, levier de construction de l'Afrique que nous voulons. La contribution que le CERDOTOLAC propose suggère un emboîtement parfait sur les 2 années, son esprit pouvant être résumé ainsi: les arts, culture et patrimoine, levier du renforcement de la résilience en matière de nutrition, l'accélération du capital humain et du développement social et économique du continent africain. Le contexte stratégique global, dominé par les ondes de choc de la crise de Covid-19 et de la situation militaire en Ukraine, met à rude épreuve la résilience alimentaire. De nouvelles options de développement du capital humain apparaissent nécessaires pour faire face aux défis du développement que ce contexte rend plus ardu. Je propose par conséquent de procéder en 3 étapes pour cette contribution, c'est-à-dire de faire d'abord un bref point sur cette conjoncture de pressions exogènes sur la résilience nutritionnelle. Ensuite, dégager les leçons qu'elle oblige l'Afrique à en tirer concernant la sécurité et la souveraineté nutritionnelle, puis de présenter perspectives et orientations que l'Afrique se doit de dégager de tout ceci pour accomplir les objectifs programmatiques inscrits dans le thème de l'année 2022. Et d'abord,
le choc commercial et les pressions exogènes sur la résilience nutritionnelle. Le principal facteur conjoncturel qui met actuellement en péril en Afrique la satisfaction des besoins nutritionnels n'est autre que la poussée inflationniste induite par les ondes de choc des crises susmentionnées. D'une part, les mesures prises par les pays développés pour amortir les effets de la pandémie et relancer leurs économies après les confinements, et en particulier les mesures d'assouplissement quantitatif, ont entraîné une inflation qui s'est propagée au monde entier et frappe de plein fouet les économies extraverties d'Afrique, plus fort encore que la pandémie. D'autre part, alors que l'Afrique peinait déjà à faire preuve de résilience, c'est-à-dire à faire face et remonter la pente, la crise impliquant deux de ses principaux fournisseurs de blé, la Russie et l'Ukraine, a entraîné des perturbations extrêmement sérieuses dans ses approvisionnements. Étant donné que les produits à base de blé, à l'instar du pain, sont les principaux aliments dans la plupart des villes africaines, ces facteurs conjoncturels aggravent la pauvreté. De ce point de vue, en lieu et place de la résilience, l'Afrique montre pour l'essentiel une fragilité et une vulnérabilité en temps de paix qui est presque commensurable à celle du temps de conflit et exacerbe sa dépendance. Cela rappelle en effet les opérations de maintien de la paix et les opérations humanitaires dans lesquelles les principaux aliments à base de blé, souvent à base de blé, parviennent juste à maintenir en vie les bénéficiaires. De quelle sécurité alimentaire et de quelle résilience nutritionnelle peut-on alors parler dans de telles conditions? Il faut en tirer les leçons, d'autant plus en urgence qu'il ne s'agit pas là d'une situation nouvelle, mais d'épisodes conjoncturels d'un état de fait structurel que le développement est censé régler. Et nous passons au deuxième point. Les leçons pour la résilience, sécurité ou souveraineté alimentaire nutritionnelle, sous forme de questions. Une des grandes leçons qui se dégagent de cette conjoncture est que pour l'Afrique, la conjonction récurrente et à répétition prévisible de l'inflation et de l'insécurité des approvisionnements finit de discréditer les coordonnées de la sécurité alimentaire en vigueur dans le pilotage de nos économies depuis leur libéralisation débridée. Définie comme la possibilité pour tous et à tout moment de, je cite, se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active, fin de citation, la sécurité alimentaire se ramène in fine à la sécurité des approvisionnements en nourriture. En pratique, la satisfaction des préférences et besoins nutritionnels importe bien peu. Dans l'implémentation de cette doctrine, l'on a privilégié les cultures et activités de rente qui apportent les devises nécessaires au service de la dette pour la stabilité économique et pour se nourrir aux approvisionnements sur les marchés internationaux. Au bout du compte, la doctrine de la sécurité alimentaire n'est pas pertinente pour assurer la sécurité des approvisionnements alimentaires. Elle permet encore moins d'assurer la satisfaction des besoins nutritionnels et bien moins encore la résilience nutritionnelle. À côté de cette leçon purement conceptuelle, il y a une leçon systémique. C'est que la recherche de la sécurité alimentaire avec les coordonnées de l'extraversion économique enferme l'Afrique dans trois hypothèses structurelles. La première,
c'est la division internationale du travail. Système qui entretient les économies de rente et de dépendance vis-à-vis de ce que l'Afrique pourrait et devrait elle-même produire. Le continent ne parviendra à aucun développement avec ces coordonnées. Même la Banque mondiale, dans son rapport 2019 sur l'accélération de la réduction de la pauvreté en Afrique, reconnaît que le meilleur moyen de réduire la vulnérabilité et la fragilité des pauvres en Afrique est de renforcer les capacités de production des paysans de manière à ce que ces derniers puissent dégager un surplus générateur de revenus au-delà de la satisfaction des besoins nutritionnels. L'ensemble de la littérature des sciences économiques et sociales tente aujourd'hui à confirmer la perspective endogéniste comme la meilleure alternative. Une autre hypothèse structurelle est résumée dans ce que l'économiste Samir Amin appelait en son temps l'échange inégal et la loi de la valeur. Tant que l'Afrique reste dans le système rentier, elle ne pourra ni réduire sa dépendance à la production alimentaire étrangère, ni augmenter la sienne propre et encore moins la transformer pour y ajouter de la valeur, peser sur les prix, s'assurer de satisfaire ses besoins nutritionnels élémentaires et compétir au niveau mondial, au niveau international. La loi de la valeur lui restera défavorable, profitant plutôt à ceux qui s'efforcent de produire eux-mêmes et de transformer ce qu'ils produisent. Une troisième hypothèse, une troisième hypothèque est budgétaire et programmatique. Dans ces conditions, en effet, il est prévisible que les gouvernements africains ne pourront pas faire face au triple défi d'assurer le service de la dette, d'augmenter suffisamment l'assiette fiscale et les revenus de l'État et de financer le développement, notamment à travers les PME, PMI qui nécessiteront de plus en plus un capital humain conséquent. L'option pertinente est donc celle de la souveraineté et de la justice alimentaire, qui, en développant l'agriculture africaine selon les préférences alimentaires de l'Afrique, avec ses capacités propres et ses patrimoines, est plus susceptible de conduire à la disponibilité des aliments, à la résilience nutritionnelle et à la construction du capital humain. Ce changement d'optique et de méthode consiste à rejeter l'approche de la sécurité alimentaire qui entretient les besoins et adopter l'approche de la souveraineté ouverte, fondée sur les atouts propres patrimoniaux et visant la satisfaction des besoins. D'où le troisième point. Redéfinir et construire la résilience nutritionnelle et le capital humain via le développement des patrimoines. Mesdames et messieurs, il convient de rappeler ici que la résilience, c'est la capacité des systèmes à rebondir et fonctionner correctement après un choc. À l'évidence, les systèmes alimentaires et nutritionnels africains soumis à l'extraversion ne peuvent pas faire preuve de résilience, qu'on ne se trompe pas. Dans le cadre de la sécurité alimentaire, leur fonctionnement approximatif dépend en réalité de la résilience des marchés extérieurs. Or, comme on a pu le dire et comme chacun le répète, la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. Si les nations africaines ne peuvent se nourrir que comme les marchés et la production des autres en décident, leurs destinées sont irrémédiablement compromises. D'où l'urgence de la perspective endogéniste
de la souveraineté alimentaire qui apporte des coordonnées plus sûres, déclinées notamment dans le cas du cerf-de-Tola, que nous recommandons de plus en plus au niveau de l'Union africaine, programme d'alimentation patrimoniale des Africains. Pour aller vite, construire efficacement et durablement le triptyque résilience nutritionnelle, capital humain et développement par les patrimoines africains correspond globalement à lever les hypothèques structurelles susmentionnées par le concept que le cerf-de-Tola encore lui a lancé il y a maintenant un an, celui de l'industrialisation ou l'industrialisation des traditions africaines. L'industrialisation agroalimentaire consiste ici en l'exploitation industrielle privilégiée et systématique des traditions et patrimoines agricoles et alimentaires qui sont susceptibles d'être manufacturés et protégés par les moyens de l'économie solidaire des communautés, la propriété intellectuelle et la coproduction avec des partenaires étrangers, un ensemble qui contribue au développement du capital humain et à la diffusion des gains de productivité dans l'ensemble du système économique. L'industrialisation et sa capacité à gérer de la résilience alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la construction du capital humain et le développement socio-économique, se déclinent de façon exemplaire avec des chaînes de valeur comme celle du manioc ivoirien. Soutenu par l'Union européenne et avec 50 millions de tonnes de racines de manioc et seulement 2 produits industriels traditionnels à valeur ajoutée, la chaîne de valeur manioc apporte près de 600 milliards de francs CFA par an à l'économie de la Côte d'Ivoire. Ce chiffre peut aisément être multiplié par 10, je dis bien par 10, par des pays comme le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Mozambique et d'autres qui ont une chaîne de valeur manioc plus étendue. La chaîne de valeur manioc africaine comprenant, comme chacun sait, une trentaine de produits infra-indus traditionnels à valeur ajoutée, avec des applications industrielles qui vont de l'agroalimentaire au pétrolier en passant par les textiles. Il s'ensuit qu'avec sa construction conséquente, la valeur ajoutée de la seule filière manioc pourrait surpasser à moyen terme le budget de l'État du Cameroun, de l'État au Cameroun, au Mozambique, en RDC et dans d'autres pays forestiers. Cette chaîne de valeur contribuerait, de même que celle d'autres racines, tubercules et productions comme le plantain pulvérisé, à la satisfaction des besoins en farine panifiable, beaucoup plus nutritive que la farine de blé. L'Afrique ne cesserait pas de commercer ou d'acheter du blé, non. Le développement de ces farines traditionnelles, à combiner avec celle de blé, lui permettrait simplement d'atteindre ses objectifs de réduction de la vulnérabilité au choc et de renforcement de ses capacités de résilience alimentaire, nutritive et au-delà. Or, les produits traditionnels susceptibles de faire l'objet d'une exploitation industrielle aux standards internationaux se comptent par milliers et les chaînes de valeur par centaines. Pour les valoriser, il suffirait de construire la base de l'industrialisation qui est, à côté des progrès de l'agriculture intensive conventionnelle, visée par les stratégies de transformation structurelle, l'optimisation de l'agriculture biologique traditionnelle, où les Africains détiennent un savoir-faire conséquent dont la mise à niveau technologique apporterait assurément un développement phénoménal de capital humain. Comme précédemment indiqué, la diffusion des gains de productivité qui s'en suivraient
représente empiriquement le moyen le plus sûr de permettre à la fois un développement souverain et une capacité accrue d'attirer des investissements directs étrangers, des partenaires de coproduction et d'autres formes d'association. Mesdames et messieurs, face à ces divers enjeux, de quoi s'agit-il en réalité? Le Saint-Autolat propose 8 éléments de réponse. Il s'agit d'œuvrer à la mise en évidence de ces aspects de la tradition africaine comme source de créativité, de vitalité et d'inspiration pour nourrir la construction de la prospérité. Il s'agit pour l'Afrique, en vue d'être résiliente sur le plan nutritionnel et au-delà, de changer de paradigme et d'opérer un certain nombre de passages transformationnels salutaires reconnus impératifs pour le monde, bien au-delà de la seule Afrique. Il s'agit de s'extirper du régime alimentaire des multinationales pour mettre en place celui des communautés qui prend sa source dans les ressources endogènes. Il s'agit de passer d'une politique pseudo-réformiste à une vraie politique alimentaire résolument progressiste. Il s'agit de dépasser le discours obsédant et obnubilé de l'entrepreneuriat alimentaire et de la sécurité alimentaire, en guillemets, à celui de la souveraineté alimentaire et de la justice alimentaire. Il s'agit de subvertir la dépendance au grand capital pour rechercher et trouver des alternatives endogènes viables et saines qui existent. Il s'agit d'abandonner l'orientation centrée sur le seul profit et le pseudo-développementalisme mimétique pour fonder, ou mieux, concernant l'Afrique, pour refonder un droit souverain des modes de production et d'accès alimentaire et nutritionnel. Enfin, il s'agit de passer d'un modèle de surproduction, de dérégulation, de monopole, d'unification par modification génétique et de réforme timide à un modèle agroécologique privilégiant les coordonnées et pratiques solidaires et symbiotiques d'alimentation et d'adéquation nutritionnelle comme droit humain, un modèle ayant l'autonomie de l'initiative comme principe intangible. Monsieur le secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sera là ma conclusion, car je n'ai pas le moindre doute que le réveil et la veille de l'Afrique reflètent de plus en plus les thématiques annuelles de l'Union africaine, offriront d'année en année des perspectives appropriées, à la fois scientifiques et pragmatiques, pour répondre aux attentes autant qu'aux ambitions exigibles et légitimes d'une alimentation et d'une nutrition résiliente marquée par la souveraineté et la justice. Je vous remercie de votre attention.